Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale. Voilà, pas d'actualité au GC Nice ou alors quelques rumeurs mercato par-ci par-là. Voilà, sevrage de l'OGC Nice jusqu'à la reprise de l'entraînement début juillet. Championnat d'Europe, bon voilà, des petits matchs internationaux qui font rêver ou pas d'ailleurs. L'occasion aussi de se replonger un peu dans des souvenirs, dans la saison, dans voilà, ton histoire aussi, mon cher Fabrice, puisque j'ai le privilège d'accueillir Fabrice Moreau, speaker historique de l'OGC Nice, mais également de l'Alliance, qui a tiré sa révérence, on va dire, à la fin de cette saison-là, après 220 matchs, à animer les soirées rouges et noires à l'Alliance. Bonsoir Fabrice, comment est-ce que tu vas? Bonsoir et bonsoir à tous. Eh bien, écoute, je vais très bien, ma foi. Impeccablement bien. Écoute, Fabrice, on a plein de choses à se dire. Tu as plein de choses à nous raconter aussi par rapport à ce que tu as vécu en tant que supporter niçois, parce que ça, il faut le savoir aussi. Tu es quelqu'un du cru niçois, supporter niçois. Et déjà, avant de parler de toi, ton rapport à l'OGC Nice, etc., on fait aussi ce numéro pour, je pense, te remercier en tant que speaker pendant toutes ces années, de nous avoir fait vibrer très clairement. En tout cas, moi, je te remercie. Et j'ai pu voir aussi sur les réseaux qu'il y avait énormément de personnes qui te remercient. Donc, je pense que voilà, ce numéro aussi, il est fait aussi pour ça. Euh, Fabrice, déjà, est-ce que tu peux nous parler voilà, de ton départ, des circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui, à la fin de cette saison 2023-2024, du moins à l'aube de la saison 2024-2025, tu ne seras plus le speaker du gym? Alors, j'en profite, effectivement, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont énormément touché. Ça m'a fait immensément plaisir. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y en a qui avaient sur différents réseaux sociaux et que décemment, je n'arrivais pas à le faire. Mais puisque l'occasion m'en est donnée, effectivement, j'en profite pour remercier chaleureusement celles et ceux qui m'ont envoyé ces gentils témoignages. Franchement, ça m'a touché au plus profond, quoi. Sincèrement, ça m'a beaucoup ému. Euh, je ne pensais pas que ce que je faisais pouvait susciter cet enthousiasme-là. Et franchement, ça m'a surpris agréablement, évidemment. Ça m'a beaucoup touché. Alors, pourquoi ça se termine? Alors, il y a plusieurs facteurs, hein. Le premier d'entre eux, c'est que ça fait 10 ans, j'ai fait 220 matchs, j'ai connu des trucs absolument exceptionnels. La finale de la Coupe de France, le tour préliminaire de Ligue des Champions, l'Europa League Conférence, Championnat, Coupe de la Ligue, etc., la Coupe de France. Bref, j'ai connu beaucoup de choses. Et puis, à partir de janvier, donc il y a eu un phénomène de lassitude, hein, pardon, pour finir là-dessus, hein. Et puis, à partir de janvier, on a instauré le co-speaker avec mon ami Constantin Givas, qui est un super mec, hein, voilà. Euh, et donc, il fallait que, alors moi, je fasse certains trucs, lui en fasse d'autres, etc. Et moi, c'est vrai que autant au niveau pro que pour l'OGC Nice, c'est-à-dire autant dans mon métier, pour la co-animation, ça me facilite pas la vie. Je sais pas bien faire. Je sais pas bien faire. C'est pas que j'ajoute perso du tout, hein, mais il faut pouvoir s'insérer. Et puis moi, comme je suis un intuitif, j'ai envie de réagir. Et si à ce moment-là, c'est pas mon moment, c'est le moment de l'autre, etc., ça me demande une gestion à laquelle je n'avais pas envie, avec laquelle j'avais pas envie de me familiariser parce que ça m'aurait enlevé la spontanéité. Et donc voilà, tout naturellement en janvier, après 2 ou 3 essais, 2 ou 3 matchs, j'ai dit bon moi ça me convient pas, donc je finirai évidemment la saison. Et puis ben, le speaker est mort, vive le speaker, hein, voilà. La vie continue. Constantin, c'est un super mec. Il y a pas l'ombre du début d'un conflit, d'une rancœur, etc., entre lui et moi. Franchement, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un super gars. Tiens, pour info, il a été même mon étudiant à l'école de journalisme il y a quelques années. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, il n'y a pas du tout. Ouais, il va me piquer ma place. Alors, pas un seul instant, hein. Vraiment, voilà. J'aimerais vraiment insister là-dessus.
il n'y a pas de problème avec Constantin. Parce que, alors, on va le préciser quand même, parce que je l'ai appris au détour de la préparation de cette émission-là, c'est que tu n'étais pas salarié du club. Tu étais donc voilà, prestataire, et ça, c'est vrai, c'est un élément aussi par rapport bah, on va dire à ta situation actuelle qui joue pas mal. Oui, oui, effectivement, moi, je suis un prestataire qui a toujours refusé d'avoir un contrat. Mais c'est vrai aussi dans ma vie pro, j'ai horreur d'avoir des contrats où on s'oblige à travailler les uns avec les autres. Alors, c'est pas très prudent, hein, pourtant. J'ai été magistrat pendant 14 ans, donc je devrais être sensibilisé à ça. Mais ce n'est pas ma façon de fonctionner. Moi, je pars du principe qu'on s'aime, on fonctionne ensemble, on s'entend bien. Et le jour où on n'a plus envie, on s'arrête, quoi. Voilà. Tout en respectant, évidemment, moi, il va de soi que quand j'ai eu l'idée de cesser mes fonctions au sein du club, c'était en janvier. Dans mon esprit, je ne suis pas arrivé en disant, bon, ben, les gars, nous voilà vendredi, demain, je ne viendrai pas faire le match. Hein. C'est complètement fou furieux. Hein. Donc, dans mon esprit, je terminais la saison tout à fait classiquement. J'avais même proposé, si toutefois ce n'était pas Constantin qui était retenu, d'accompagner le nouveau pressenti, de l'accompagner tout à fait gracieusement, évidemment, sur quelques matchs, parce qu'il y a quand même des particularités. Hein. Faut pas imaginer qu'on arrive, on prend un micro et on parle dedans. Enfin, on peut imaginer ça, mais c'est loin de la réalité. Et puis voilà, quoi. Donc, ben voilà, ça s'est terminé naturellement le 15 mai dernier contre Paris, quoi. Alors justement, on va peut-être suivre, on va dire, ce que tu nous dis pour te poser certaines questions. Comment est-ce que tu en es arrivé là, déjà en tant que speaker? Parce que 10 années à l'Alliance, 10 années à animer, on va dire, des matchs, c'est pas rien quand même. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle rencontre as-tu pu faire pour que tu te retrouves finalement à être le speaker officiel de l'OGC Nice? Alors, première année à l'Alliance, on fait le choix d'un speaker manifestement controversé pour certainement de bonnes et de mauvaises raisons, hein, comme souvent. Hein. Je ne jugerai pas de la qualité de son travail. D'abord, je ne le connais pas, et puis je sais, je suis bien passé pour le savoir, à quel point c'est un exercice difficile. Bon, quoi qu'il en soit, il semblerait que ce que fait ce monsieur ne convienne pas ni au club, ni aux médias, ni aux supporters, etc. etc. Et il se trouve que j'ai parmi mes connaissances un monsieur qui s'appelle Cédric Messina, qui est un type que je connais. Bon, on est du quartier Saint-Sylvestre, on a joué à Saint-Sylvestre et tout. Pas la même année parce qu'il est un peu plus jeune que moi. Bref, je connais ce type depuis très longtemps, on s'apprécie beaucoup. Et puis un jour, j'anime un stage d'art oratoire et il me dit, tu sais que l'OGC Nice recherche quelqu'un pour prendre la voie à l'Alliance. Ils veulent quelqu'un qui parle un peu niçois, ils veulent quelqu'un qui connaît le football, ils veulent quelqu'un qui connaît l'OGC Nice. Ils veulent quelqu'un, évidemment, qui sait parler dans un micro. Et jusqu'à présent, tout ce que je viens de dire, tu coches toutes les cases. Viens faire un casting. Bon, euh, il faut que je vous avoue que moi, je serais complètement fou de dire, moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir le micro dans un stade. Hein. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je pense qu'il faut quand même être bien, bien secoué pour avoir ça à l'esprit quand on est tout petit. Mais bon, passons. Quoi qu'il en soit, donc je dis, ouais, ok, allez, je fais le casting. Hein. Mais alors, j'y vais vraiment, j'y vais complètement détente. Hein. Je ne me prépare pas plus que ça. Hein. J'y vais. Voilà, donc j'arrive un mercredi à midi, il fait très chaud d'ailleurs, il y a des pigeons sur le centre du terrain, etc. Et là, on me tend un micro, on me dit, bon, ben, vas-y, fais une compo. Alors, je fais une compo. Ouais, ok, mais enfin, mets un peu d'enthousiasme. Alors bon, j'essaie de mettre un peu d'enthousiasme. Vas-y, célèbre un but. Alors, je célèbre un but au moment où je crie, il y a les pigeons qui s'envolent. Enfin, c'est complètement perturbant cette affaire. Et puis bon, voilà, donc je donne le micro à la deuxième personne qui souhaitait devenir speaker du J, parce qu'elles étaient un certain nombre. Et en quittant le stade, j'entends numéro 2, Lloyd Palune. Et là, je me dis, ah, toi, tu feras pas l'affaire. C'est pas Palune, mais pas Palune du tout. Donc je me barre avec le sourire aux lèvres en disant, bon, ben écoute, chacun sa chance. Je rentre chez moi et le soir, Virginie Rossetti m'appelle en me disant, ben écoute, on aimerait bien aller plus loin dans la discussion avec toi, comment on pourrait faire, etc. Et donc, on discute et on tombe d'accord en 10 minutes. Hein, ça se fait comme ça. Hein, ça se fait comme ça. Voilà. Et donc, ben, je débarque. Tiens, une anecdote.
que tu vas bien aimer. Figure-toi que le premier match, c'est un match amical, c'est Nice-Barcelone. Bien sûr. Euh, et sur le banc de Barcelone, il y a. C'était attends, en tant que coach? Ouais, 2000. Attends, c'est Luis 2000. Enrique. Luis Et Luis Enrique. Enrique, bien sûr. Lui-même. Et lors de mon dernier match, sur le banc du PSG, il y a. Luis Enrique. Eh La ouais, boucle est Louis bouclée. est venu à ma première, il est venu à ma dernière, ok? Ouais, Bon, c'est clairement ça. je l'ai appelé, je l'ai remercié, c'est un mec formidable. On est potes, Louis et moi. Mais donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est quelque part, c'est grâce à Lloyd Palin qu'aujourd'hui, tu t'es retrouvé 10 ans à être speaker de l'OGC Nice, quoi. C'est. Je l'ai raconté à Lloyd d'ailleurs quand je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Non, mais c'est vrai que c'est assez fou, comme quoi, finalement, c'est un peu l'effet papillon, quoi, hein. À ce Ouais, moment-là, ça s'est passé comme ça. Et donc, tu te retrouves eh bien, à assister aussi à l'arrivée de l'équipe dans ce stade-là. Quel est ton regard aujourd'hui? Ça fait 10 ans que le gym joue dans l'Alliance. Tu as connu aussi les grandes heures du Stade du Rail. oui. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu considères que l'équipe s'est approprié ce stade? On entend beaucoup, tu sais, certains sujets qui reviennent par rapport à l'affluence, par rapport à l'accessibilité, par rapport au manque d'identité rouge et noir de ce stade-là. Quel est ton regard, toi? Alors, euh, moi, je suis fondamentalement attaché au rail. Pourquoi? Bah parce que quand tu es gamin, enfin moi j'ai mis les pieds, mon père m'emmenait, j'avais 4 ans. J'ai vu Bjekovic, alors j'étais en tribune seconde, il y a une petite margelle, et puis après, tu arrivais à t'attraper au grillage dur, là, et le grillage, il faisait à peu près ça, donc j'avais une marque, là, quand je me sortais du stade, et j'ai vu Guillou, Bjekovic, Huck, Katalinski, Baratelli, voilà. Donc forcément, tu vois ça, dans cette ambiance-là, un Nice-Bastia, où on s'échappe en courant, mon père, il me porte à moitié, etc. Bon, tu peux pas te remettre de ça et dire, bon, on va aller ailleurs, ça va être aussi bien. Voilà, comme la maison dans laquelle tu es né, ou que tu habites après, le jour où tu y retournes, tu auras une petite larme, c'est une évidence. Mais après, il faut être lucide. Le rail, il ne faut pas oublier que chaque fois que tu faisais 12 000 personnes, tu étais en mort potentiel quand tu sortais par la tribune sud, parce qu'on se retrouvait dans cette espèce de couloir à 10 000 et il ne fallait pas qu'on pousse parce que ça se passait mal. Donc, à un moment ou à un autre, il faut faire un choix. Si tu veux grandir, il faut avoir un outil pour grandir. Je pense que le rail ne nous permettait pas ça. Alors, on peut être nostalgique. J'ai aimé le rail. J'ai la statue avec les chaises à mon bureau. Je suis prêt à m'incliner devant chaque fois que je passe. Chaque fois que je passe devant le stade, il y a un jardin à côté, j'emmène mes enfants. J'ai voilà la rotonde. Je dis voilà, tu sais là on achetait les places, tu vois, dans la petite lucarne là, il y avait un type, il te filait les tickets et puis après on partait à pied par là. Donc moi, il me dit, je sais papa, à chaque fois que tu le dis. Bon ouais, mais l'alliance, il faut reconnaître que si on veut grandir, si on veut être un peu petit compte et on est un peu petit compte, si on veut avoir 35 000 personnes, bon ben c'est l'alliance quoi. Voilà, c'est il n'y a pas débat. Et après c'est vrai que l'alliance un peu plus chaude, mais bon il y a 15 ans, tu fais un Nice-Lorient. Si tu fais 6 000, tu es content. Aujourd'hui, tu fais un Nice-Lorient, tu es 22 000 et tu dis ah, il n'y a personne. Eh les gars, c'est pas un coup de fusil. Hein. On ne construit pas comme ça un public pour une équipe juste parce que demain, si tu vis seul et que tu déménages dans un 5 pièces, tu ne vas pas avoir d'un coup 8 gosses. Hein. Il faut le temps de les faire, etc. etc. Il faut trouver la maman. Bref, tout ça se construit. Et je pense qu'on va dans le bon sens. Alors justement, ce- toute la communication qui est axée autour du Mephi Club, c'est aussi, je pense, pour ça, le côté transmettre une passion, Bien transmettre un sûr, amour pour le gym. Et bien tous ces sûr. gamins qui viennent et qui supportent le gym aujourd'hui, dans 10 15 ans, ce seront peut-être eux qui seront Ça en sera le socle. pop ou... Ouais. Bien sûr, bien évidemment, c'est une idée magnifique. Ce Méfi Club, créer une tribune pour eux, leur permettre d'accéder au bord pelouse, etc. Oui, on est en train de fabriquer des fans pour demain. Voilà. Et quand tu vois que sur les 11 dernières saisons, tu finis 6 fois européen, bon, bah, ces gens-là commencent à voir que ben, tu bats Paris, tu bats Marseille, tu bats Monaco, tu fais des matchs de Coupe d'Europe, tu te qualifies, des trucs, des machins. Bon, ils voient tout ça, quoi. Il ne faut pas oublier qu'entre la période 70, qui était une période extraordinaire, allez, début 80 jusqu'à 86, 87,
Après, qu'est-ce qu'on a pris cher? Mais moi, j'y étais le nombre de fois où je suis revenu en pleurant parce que tu perds 1-0 contre Beauvais, tu te retrouves 16e en deuxième division, où tu flippes parce que tu perds Joe Nagbe et tu dis oh là là, Joe Nagbe, il porte l'équipe. Waouh, t'imagines aujourd'hui? Mais tu étais sur une autre planète, ça n'a plus rien à voir. Et effectivement, ce travail de SAP que fait le club pour créer ce socle de supporters, pour apporter du spectacle, quand tu fais des Ben Arfa, quand tu fais des Balotelli, etc., c'est des choses qui vont rester nécessairement et qui sont l'engrais de ce qu'on récoltera demain. Donc c'est en fait un assemblage de pas mal de choses, l'avenue de joueurs renommés, le travail Ouais, autour de la jeune génération, et ouais. puis l'épopée, hein, la fameuse épopée. Tu m'excuseras, Fabrice, tu m'avais envoyé effectivement une photo très très belle, hein, euh, très sympa hein, cette photo au Stade de France. Mais on parle beaucoup en tant que supporter voilà, de ces matchs bascules que le gym a du mal à négocier, hein, forcément. Oui. Nancy en 2006, Nantes en 2022, cet aller-retour contre Bâle, ce Nice-Vannes en 2010 ou 2011 aussi, qui se termine de mémoire au pénalty, non? Je crois qu'on perd au pénalty contre Vannes. Ah, oui, oui. Il tombait des cordes et je Horrible. revois Pam au centre du terrain qui se met à genoux quand on tirait les pénaltys. Et quand c'est Vannes qui se qualifie, il tombe tête première sur le terrain. Je n'oublierai jamais ces images-là, jamais. Mais c'est vrai qu'on rate des virages importants. Mais on a l'occasion de les jouer, ces matchs-là, de plus en plus souvent. Et moi, j'y vois un message d'espoir. Donc, en gros, on mange notre pain noir année après année. Il y a bien un jour où il va y avoir une bascule et on va être heureux. C'est ça que tu es en train de nous dire, Fabrice. Ouais, je suis en train de dire que quand tu gagnes la Coupe de France en 97, c'est magnifique, à part que tu pars en Ligue 2, quoi. Voilà. Donc oui, c'est beau, mais il n'y a pas de base. L'année d'après, tu flippes parce que tu te dis on va aller en deuxième division, on va être rétrogradé administrativement. Moi, chaque été, le feuilleton, c'était est-ce qu'on passe la DNCG, qui on doit vendre, qui va nous racheter, et tu passes par tous les épisodes, les Saint-Cy, les Cassonnes, waouh, les Pastorello, j'en passe, et des meilleurs. Bon, et après, enfin, tu as le chevalier blanc, et je dis ça avec zéro ironie, qui s'appelle Jean-Pierre River, qui arrive et qui donne une tension au club. Enfin, moi, je pense que ce type, il faut se presser de lui faire une statue de son vivant, parce qu'on la fera quand il sera plus là, quoi. C'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à ça? Parce que c'est vrai que ce qu'il faut dire là-dedans aussi, c'est que les supporters, et on s'englobe tous là-dedans, des fois on est beaucoup dans le présent et on réagit d'une manière très vive par rapport à ce qu'il se passe, par rapport aux déceptions, etc. etc. Mais c'est vrai que pour toi, il y a une bascule, Jean-Pierre River, dès lors qu'il reprend le club, qu'il installe aussi Claude Puel à la tête du projet OGC Nice. Même aujourd'hui, tu penses que il faut qu'on se prémunisse enfin, d'un potentiel départ. Enfin, pour toi, aujourd'hui, il est toujours autant incontestable et indispensable au club. Mais ce type, enfin, faut se rendre compte, quoi. Comme je te disais il y a quelques secondes, toutes les années, mais tu pleures. Toutes les années, tu as peur. Et c'est vrai. Toutes les années, tu repars en te disant waouh, c'est une catastrophe ce club. Toutes les années, tu peux finir en Ligue 2. Toutes les années, tu peux même aller en national, entre guillemets, parce que tu peux être rétrogradé administrativement. Bon, ce type arrive, il met 11, 12 millions d'euros, enfin bon, peu importe. Mais ouais, il fait Claude Puel. Ouais, et puis derrière ça, il t'enlève Claude Puel, il te met Lucien Favre. Et puis il fait Ben Arfa, il fait Balotelli, etc. Aujourd'hui, on a un club qui est dans les 6, 8 plus gros clubs de France, de façon constante. Et ça, c'est Jean-Pierre River. Alors, il trouve les Chinois. Ah, les Chinois, c'est pas bien. OK. Il trouve les Anglais. Ah, les Anglais, d'accord. Bon, ben, les gars, mettez-vous à sa place et allez-y, quoi. Faites-le. Faites-le. Et tu disais, les gens ont l'immédiateté. Et ils ont raison. Ils voient un match, tu perds contre Montpellier, et tu sors de là, tu dis, ouais, il y a tout à jeter. River, il est nul. Farioli, il faut le brûler. Ghisolfi, c'est un pantin. Les Anglais se foutent de nous. Ouais, ok, bah oui, parce que tu sors d'un match en colère.
Mais quand tu passes une nuit là-dessus et que tu réfléchis sur les années, et les gars, on est sur une autre dimension, on est sur une autre planète, quoi. J'ai malheureusement 55 ans. Je connais le club depuis que j'ai 4 ans. Ça fait 51 ans que je fréquente l'OGC Nice. Bon, euh, malheureusement, tous ceux qui ont mon âge, ils ont connu ça, ou tous ceux qui sont plus âgés que moi, ils ont connu ça. C'est ces années de galère au rail, quand on était 1200, tu perds contre Dunkerque, ou en cuiseau, mais tu pleures, tu en es vraiment pourri, quoi. Bon, et là tu joues, entre guillemets, une finale du championnat contre Paris lors du dernier match, avant-dernier match. Enfin, tu vois, on a changé de dimension, qu'on le veuille ou pas. Alors après, oui, il y a des frustrations, on n'est pas content, c'est oh là là, cette année, c'était pas beau. Ok, les gars, on est européens, on va jouer une campagne d'Europa League. Enfin, à un moment, il faut voir le verre un peu à moitié plein. Moi, je veux bien qu'on passe son temps à dégoler tout ce qu'il y a autour. Mais bon, avec un peu de lucidité, un peu de recul, on peut voir venir avec des mecs comme ça. Est-ce que le supporter niçois, il n'est pas peut-être très exigeant? Je m'explique. Parce que effectivement, on peut juger factuellement des résultats qui sont depuis, on va dire, Jean-Pierre River, plutôt excellents, parce qu'on se qualifie régulièrement en Coupe d'Europe, on est 6 fois régulier sur 11. et on 6 pèse, fois sur 11. et on pèse Ouais. véritablement dans le championnat français. Maintenant, sur cette saison-là, 2023-2024, et sur les dernières années, quelque part, euh, bon, on n'a pas eu, on va dire, ce petit frisson, ou alors trop rarement, à regarder l'OGC Nice jouer. Et moi ce que je pense, et notre problème, c'est qu'on est trop dans on est trop dans l'immédiateté. Oui, bah oui. Mais tu vas avoir un spectacle, tu as envie de voir du spectacle. Tu sors d'un match où tu t'es pas régalé, bah ouais, tu as pris 3 points, alors ouais, bon, c'est bien quand même, mais tu t'es pas régalé. Et ça, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un constat. Après, je préfère être à ta place que celle de Bordeaux. Hmm. Juste cet exemple-là. Voilà, je pense que 100% des Bordelais aimeraient être à notre place. Et Bordeaux, on n'est pas en train de dire Sedan, hein, on dit Bordeaux, quoi. C'est Hmm. un club qui a un palmarès, qui a une histoire, etc. Bon, ben regarde où ils sont, quoi. Aujourd'hui, on a un club qui compte, qu'on le veuille ou pas. Alors, et c'est vrai qu'épisodiquement, comment on fait pour perdre contre Nantes? Comment on fait avec Comboiré? Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a agacé. Comment on fait pour perdre contre Montpellier? Comment on fait? Hmm. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi le premier en bord pelouse, t'as envie de vomir, quoi. Mais c'est comme ça, c'est le football. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Alors, la magie du direct, comme quoi on apprend des choses. Passage DNCG, ok. Tu vois, comme quoi, Fabrice, tout, tout va bien. Et, Tout va bien à et l'OGC Nice, c'est bon. personne n'a pu douter de ça un seul instant, hein. Parce que moi, j'entends, hein, ouais, les Anglais, Ineos, truc, machin. Ben voilà, hein, chaque année, tu passes des NCG, alors qu'avant, on était là, ouh là là, c'est mis en appel. Et pendant 3 nuits, tu dormais plus, tu vois. En plus, la Ligue, ils te font ça. L'appel, ça sera examiné le 14 juillet. Ah, super. Ben, on va attendre, hein, c'est pas grave. Tu flippes à mort. Bon, là, voilà, où on te dit, il faut vendre vos meilleurs éléments, il faut envoyer 50 millions de francs à l'époque. Tu vois. Et tu brades tout ce que tu as dans les magasins. Et tu es sauvé par Lens qui te prend des stagiaires. C'est lunaire ce qui s'est passé à l'OGC Nice. Et aujourd'hui, tu passes à DNCG, tu vas en tong. Voilà, bon, c'est nous, ok, c'est bon, les gars, suivant. Bon, ben, c'est du confort, on le veuille ou pas. Et pour autant, je ne suis pas béat en train de dire waouh, c'est génial, ils sont fabuleux. Non, c'est loin s'en faut. Je pense que ce sont de piètres communicants, nos propriétaires d'aujourd'hui. Mais c'est un avis qui m'est tout à fait personnel, hein. Uniquement la communication. Enfin, En tout cas, là-dessus. quel bilan tu dresses aujourd'hui euh, par rapport à Ineos? C'est un sujet qu'on a abordé ensemble aussi. Qui rachète OGC Nice en 2019. Euh, Finalement, bon, il y a eu l'instabilité sur les entraîneurs, il y a eu l'instabilité aussi sur les joueurs, avec des recrutements qui, pour la plupart, ont été ratés, d'autres réussis, mais la balance est plutôt, on va dire, négative au global. Des directeurs, des dirigeants qui ont changé, un centre de formation quasiment inexistant, des équipes de jeunes qui ont connu cette Gambardella 2012, mais qui depuis, eh bien, c'est un peu, on va dire, c'est un peu compliqué aussi. Finalement, la question, c'est très clair. Est-ce que le gym a progressé sur différents secteurs
depuis 5 ans? C'est difficile à dire, hein. Ineos s'est pointé quand tu arrives en période Covid aussi, où tout le monde flippe. Nous, on flippe pas. On sait que les salaires seront payés à la fin de l'année. On a quand même une enceinte, l'Alliance Riviera. On a un centre d'entraînement, siège du club, bon, qui vient d'être entièrement refait, etc., etc. Bon, ben, ces gens mettent des moyens. On a un club qui est beaucoup plus structuré aujourd'hui à tout niveau. On parle de la vidéo, on parle du médical, on parle de tellement de sujets. Tu vois, la diététique. Oui, ils ont structuré. Et après, il y a les choix sportifs. Je pense que la pire saison, c'est l'avant-dernière quand tu recrutes à peu près tout ce que tu trouves, quand Julien Fournier s'en va et qu'on met les uns les autres, on accumule des gens, on achète des joueurs, et on se dit, mais c'est qui ces mecs, quoi, voilà. Et donc, certains n'ont jamais porté de maillot, quoi. Je parle de Sorensen, etc. Tu vois, voilà, donc oui, il y a eu des erreurs de fait, peut-être un manque d'implication par moment, des mauvais choix, indiscutablement, un défaut de communication permanent, des signaux que tu envoies qui ne sont pas forcément habiles. Même quand tu veux dire un truc qui n'est pas désagréable, bon, ben, c'est mal pris. Hein. J'en reviens au fameux heureusement qu'on a fait des erreurs à l'OGC Nice, comme ça on ne les fait pas à Manchester, on est plus exposé. Bon, c'est maladroit. C'est maladroit, évidemment. Quand tu es niçois, tu dis comment? On est un brouillon, nous, et maintenant tu vas faire bon en Manchester. Surtout que le brouillon, pour le coup, précisément, c'est Lausanne, quoi. Ouais, mais on se demande si on ne devient pas le brouillon du brouillon, tu vois, c'est quelque part, c'est voilà, donc je comprends ça. Après prenons ce qu'il y a de bon à prendre. Aujourd'hui, on est en sécurité. On est qualifié en Coupe d'Europe. On est une année sur deux qualifié sur l'Europe, quoi. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Mais évidemment qu'on aurait pu faire mieux. Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Mais c'est encore plus évident. Comment tu la sens, cette prochaine saison? Ce nouvel entraîneur, ce nouveau directeur sportif, cette fin de cycle aussi? Parce que on voit qu'il y a potentiellement aussi Todibo qui va partir. On voit que Rosario est voulu par Francesco Farioli du côté de l'Ajax. Thuram qui reste un an de contrat, donc c'est soit une vente cet été, soit un départ libre l'été prochain. Donc bon, c'est pas hyper confortable. Il y a du changement et peut-être un gros changement en vue pour le gym. Oui, dans l'intervalle, au passage, hein, alors tu perds Farioli, il part à l'Ajax. Tu perds ton directeur sportif, il part à la Roma. Tu vas perdre Todibo, il va partir dans un club d'envergure. Et on envoie des beaux signaux. Hein. Tu vois, on n'a pas des mecs qui partent à Lausanne. Hein. Et derrière ça, tu fais Frank Hayes, pardon, meilleur coach de Ligue 1 2022-2023, et tu fais Florian Maurice. Moi, je trouve que tu envoies quand même des messages forts. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, moi, chaque année, je suis comme tout le monde. Hein, je me dis, oh là là, si machin il part, et si truc il reste pas, et si ceci, bon, on va être 11 sur le terrain, c'est pas un doute. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Et on va défendre nos couleurs. Aujourd'hui, je pense que personne au club, ni parmi les propriétaires, ni parmi n'importe lequel des salariés, se dit, on va galvauder la saison qui arrive. On va avoir une équipe de pantins et on va se ramasser à tous les matchs. Les 8 matchs, on va les perdre. Tout le monde se dit, on va se donner les moyens d'eux. Il va falloir faire du recrutement judicieux, des bonnes affaires. On sait qu'on a réduit la voilure. Alors bon, moi, ces histoires de voilure, ça commence à me prendre la tête. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Eh ben, on fera, quoi. On ne sera pas obligé de vendre des joueurs pour exister. Euh, on fera le mieux possible. On fera le mieux possible. Après, comme on le sent, dire ça le 19 juin, waouh, tu te rends compte, on a fait zéro recrue, l'entraîneur n'est pas encore là, la reprise n'a pas eu lieu, on a quelques rumeurs, mais on a tellement peu à se mettre sous la dent, on a tellement peu de certitudes, c'est impossible à dire. Mais j'ai envie de dire, de prime abord, je la sens bien, moi, il n'y a pas de raison de mal la sentir. Ouais, c'est un peu la pensée qu'on a à chaque début de saison où on a envie d'y Ouais, croire, peu importe ce qui a pu se passer. Mais je te rejoins sur le fait que
il semblerait que les décisions soient plutôt bonnes, plutôt cohérentes aussi par rapport au coach choisi. Et quelque Ouais. part, lorsque ton entraîneur part à l'Ajax, ton directeur sportif part à la Roma, eh bien, voilà, on dit que il faut être aussi accepté d'être un club tremplin. Si on peut l'être dans un premier temps pour nos dirigeants et après pour nos joueurs, à savoir bien vendre aussi, eh bien, pourquoi pas, hein, ça fait partie aussi du développement. Une question pour toi, Fabrice, de Nissardeta qui nous dit sur quel sujet as-tu pu avoir une influence auprès du club. Voilà, apparemment tu aimes voilà, remonter certaines remarques, le Nissard dans la com, les couleurs, etc. Enfin, Ouais. Alors, j'ai veillé à faire remonter systématiquement quand on disait pourquoi on fait cette séquence à ce moment-là et pourquoi il n'y a pas. J'ai veillé à toujours faire remonter. Ça m'a par moments été reproché quand même. On m'a dit eh oh, arrête de dire que tu vas en référer parce que derrière, il va falloir qu'on apporte une réponse. Tu commences à nous. Alors, j'ai essayé d'en faire un peu moins. Mais tiens, j'ai eu une influence sur le jeu lors d'un seul match. On joue contre Lille. Et c'est Lucien Favre d'ailleurs qui est à la baguette à ce moment-là. Et je remarque que les Lillois font beaucoup de fautes et l'arbitre ne sort pas de carton. Et j'ai dans l'oreillette, j'ai la régie, je dis, oh les gars, on en est à combien de fautes là pour Lille? Et il me dit genre 11 fautes, quoi, tu vois. Et je dis, ah ouais, quand même, 11 fautes. Et Lucien Favre recule sur le banc, il me dit, 11 fautes? Je dis, ouais, ouais, ils ont fait 11 fautes, c'est abusé quand même. Et je sais pas, peut-être 20 secondes après, il y a une faute lilloise et Lucien Favre dit à l'arbitre hey, on en est à 11 fautes quand même. Hein. Et l'arbitre, mais c'était la 12e, l'arbitre sort instantanément un carton au Lillois. Et je dis yes, et là c'est le mien. Bon, après l'influence que j'ai eue, elle est extrêmement modeste. Hein. J'ai souhaité créer cette séquence Bob Lénissart, Tahur, Akantan, Touillansin, etc. J'étais la faire en histoire. On m'a tout accepté. On m'a jamais dit ah non, truc, machin, etc. Donc voilà, j'ai pas été limité. J'ai pu suggérer, proposer. Et puis voilà, ça s'est fait. Donc voilà, quand j'ai pu remonter, j'ai remonté. Et puis voilà, l'influence après, elle est. Et je suis speaker. Un speaker, c'est un passeur de plat. Hein, voilà, faut rester à sa place et tenir son rôle. et il t'est arrivé par moment aussi de prendre des initiatives. Euh, Pour un thème. Ouais, 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 parce que ça, ouais, ça, ouais. ça, ça, c'est fou aussi. Parce que, bon, Ouais. moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Lorsque je pense à Fabrice Moreau, comme beaucoup, je le sais, on pense à cette séquence Nice-Paris Saint-Germain où Athème n'est pas dans le groupe. Il est à ce moment-là joueur du Paris Saint-Germain. Et justement, tu t'adresses à la pop en disant voilà, il y a un joueur qui aimerait être là ce soir mais qui n'est pas là, Athème Ben Arfa, et puis la pop qui reprend Athème on t'aime, Athème on t'adore. Ouais. Euh, Ouais, alors c'est une belle histoire. En fait, ce qui se passe, c'est que moi j'avais, alors pas sympathisé, mais je m'entendais bien avec Athème, j'aimais bien discuter avec lui. C'est fondamentalement un brave garçon, bref, très accessible, très sympa. Et le soir de son dernier match à Nice, il refuse de faire un tour de terrain parce qu'il ne voulait pas sortir comme une star, etc. Bon, c'est tout à son honneur. Hein. Et on discute, et il est question qu'il aille à Barcelone. Et je lui dis à Thème, franchement, c'est complètement con ce que tu fais, tu ne vas pas jouer à Barcelone. Et pourquoi pourquoi Parce que là où tu joues, il y a Messi, quoi. Excuse-moi, hein, je t'aime bien, mais il ne faut pas exagérer quand même. Messi, c'est Messi. Iniesta, truc, enfin bref, voilà. Et il me dit, ouais, mais c'est Barcelone, quoi. Tu te rends compte ce que c'est Barcelone? Je dis, ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux être un roi à Nice ou un valet à Barcelone? Après, voilà. Et tu sais, moi, tu refais une saison ici, je suis sûr qu'on te fait une statue, quoi. C'est énorme ce que tu as fait. C'est la plus belle saison de ta carrière. C'est trop nul que tu partes, etc., etc. Bon, finalement, Barcelone se fait, il prépare à Paris, mais à Thème, euh, par message, dit ouais, et je reviens à Nice, et voilà, et j'espère que je ne vais pas me faire huer, etc. Bon, je dis, mais t'es fou, jamais de la vie. À Nice, tu as laissé que des beaux souvenirs, au contraire, on va t'acclamer, etc. Et puis, effectivement, il n'y est pas. Il n'est pas sur la feuille, il n'est même pas du déplacement. Bon, j'ai appris que Paris n'y tenait pas trop, donc il le laisse à Paris. Et puis, effectivement, le moment de la compo du Paris Saint-Germain, et je dis, bah tiens, je vais quand même saluer Athènes. Et là, on me dit,
En bord pelouse, on me dit non, non, hors de question, non, non, aucune raison de faire ça, on risque de siffler dans le stade et tout, je ne me mets jamais de la vie, non, non, je vais le faire. Non, 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 tu ne le fais pas, tu fais la compo officielle du Paris Saint-Germain. Oui, je fais la compo officielle et à la fin, je dis que je pense à Athènes. Non, tu ne fais pas ça. Je dis, ben oui, mais je vais le faire quand même. Et là, dans l'oreillette, j'ai attention, compo Paris 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on me dit, ne fais pas ça. Et je dis, je vais faire ça. Et effectivement, je fais la compo Paris. Et à la fin, je dis, et celui à qui on pense et qui n'est pas là ce soir, etc., etc. Et effectivement, alors, ce n'était pas en direction de la pop, c'était pour tout le monde. Et la pop reprend à thème, on t'adore. Et là, je me retourne et je dis, pour Athènes, à la personne qui m'avait dit de surtout pas faire ça. C'est fou. C'est mon côté. C'est fou parce que c'est une séquence enfin, qui est culte, notamment, comme cette soirée de mai 2016 contre Saint-Étienne, justement, qui fait partie. Tu vois, j'aurais pu te demander, j'ai été bête, mais peut-être que tu pourrais nous dire, euh, on va dire, un top de tes matchs en termes d'émotion ou si tu devais faire un top 5 par exemple, tu vois, ou un top 3 sur les matchs que tu as pu avoir à l'Alliance, tu mettrais lesquels, Fabrice? Si c'est chronologique, je mettrai le Nice-Saint-Etienne, le fameux où je dis. Alors, moi, j'aimerais une fois pour toutes expliquer ce qui s'est passé avec Christophe Galtier, que je ne porte pas dans mon cœur et je le dis publiquement. Euh, Christophe Galtier, donc il y a un Saint-Etienne-Nice au cours duquel, et vraiment de façon malencontreuse, Valentin Esséric blesse gravement Clément, fracture ouverte, etc., etc. Et en conf d'après-match, Galtier dit c'est normal, Nice joue comme des bouchers. Et je suis choqué que ce type ait pu dire ça parce qu'à ce moment-là du match, je crois que Saint-Etienne a fait 28 fautes, on en a fait deux. Quoi, hein. Voilà, on est en train de leur expliquer le football et lui, il joue comme il a toujours joué, c'est-à-dire comme un bourrin. Bref, il dit ça et je trouve ça vraiment dégueulasse. Non pas pour le Niçois, mais pour Valentin Esséric, qui est un mec qui a 20 ans. C'est un attaquant. Il fait une faute d'attaquant. Il veut jamais casser la jambe de ce type. Quoi. Donc c'est vraiment. Il aurait pu dire une pensée pour Valentin Esséric aussi, qui ce soir doit être bien malheureux parce qu'il est bien malheureux. Et alors ça, c'est un avis qui m'est tout à fait personnel. Je pense que sa carrière prend un gros pain à ce moment-là. On n'a plus retrouvé le Esséric plein de promesses qu'il avait été. Bref. Mis à part, excuse-moi, deuxième partie de saison sous Favre 16-17 où tu as une vague de blessés. Et pour moi, ce passage-là, je le mettrais même au-dessus de sa saison Ouais, c'est pas faux. 12-13 parce que il porte offensivement, enfin, en grande partie, le jeu offensif. Mais voilà, parenthèse refermée sur Esseric. Et si tu veux, quand il y a le fameux match Nice-Saint-Étienne, je dis à la régie, si toutefois on marque dans les 10 minutes, je déboule sur les genoux devant Galtier et je célèbre devant lui. Et évidemment, parce qu'on est entouré que par des intelligents, on me dit t'as que de la gueule. Bon, et effectivement, Germain marque deux fois, Valère marque deux fois dans les 10 dernières minutes. Et ne sachant pas s'il allait marquer une deuxième fois, je me précipite et je fais ce truc-là. Alors bon, certains ont trouvé ça irrévérencieux, inélégant, tout ce qu'on veut. Enfin, moi, je me suis régalé. Si ça à refaire, évidemment, je refais la même. J'ai même fait une photo du pantalon. Tellement j'étais content d'avoir fait ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça veut dire que, évidemment, un jour, Nice signe Galtier et son acolyte, le grand génie Oleksiak, qui, la première fois que je le croise, me dit, alors Galtier, il ne fait pas de commentaires, mais c'est normal, il y avait des caméras, donc il ne veut pas trop en faire. Et Oleksiak me dit, euh, je voudrais te dire, alors avant même de me dire bonjour, hein, je voudrais te dire que ce que tu as fait, c'est franchement pas correct. Ce jour-là, j'aurais pu te casser la bouche. J'ai dit, bah, t'aurais dû, parce que moi j'avais un micro dans la main, j'aurais cassé la tienne, quoi. Et donc, mes rapports avec Oleksiak, qui démarrent comme ça. Donc c'est sûr que c'est chaud hein, après pour exister. Je dis, alors, toi, tu vois un manque de respect, et moi, dans les propos de ton coach de l'époque, je vois un manque de respect vis-à-vis de nous, niçois, et vis-à-vis de Valentin Esséric. Et si j'étais toi, je ne la ramènerais pas sur cette affaire parce que moi, c'était une réponse à ce que vous aviez fait qui était absolument dégueulasse. Et bon, il est parti comme souvent. Hein, quand tu n'as pas les mots, il vaut mieux partir. Hein.
Mais alors, du coup, ça a été un peu froid l'année avec Galtier Oleksiak ou... Oui, très froid. Le deuxième match, il demande à ce que je sois exclu du banc. Ouais, ça a été froid, ouais. D'accord. Ça a été froid. Sauf quand il y a une caméra. Quand il y a une caméra, il passe, bientôt il te fait la bise, il demande des nouvelles de ta femme, de tes enfants, et sinon la voiture, ça se passe bien, etc. Voilà. Mais quand il n'y a pas de caméra, il peut te passer, il peut te marcher sur un pied et même pas il va se retourner, quoi. Mais voilà, après il est comme il est, fou. C'est un type qui m'intéresse pas, j'ai pas envie de passer de temps sur lui, mais à part ça, j'ai eu Monsieur Claude Puel, Monsieur Lucien Favre, Monsieur Adrien Urcea, euh, Monsieur Patrick Vieira, parce que même s'il n'a pas réussi et que ça a été un peu tendu à ce moment-là, parce qu'il y avait de gros désaccords dans le club, il s'est comporté de façon élégante. Monsieur Didier Digard, et puis Monsieur Francesco Farioli, quoi. Donc, tu sais, quand tu es à 7 contre 1 là, sur la côte, tu es plutôt bien. Hein. C'est pas grave, hein, on a droit de ne pas s'entendre avec une personne. Hein. Donc tu mets en premier lieu ce match contre Saint-Étienne, cette victoire qui permet à l'OGC Nice eh bien de retrouver l'Europe. En termes d'ambiance, là, purement ambiance stade, euh, est-ce que c'est pour toi la meilleure ambiance que tu aies pu vivre à l'Alliance? Ah, après, tu as le Nice-Paris où on offre le titre aux Monégasques. Hein. Ouais, et puis tu as le Nice-Naples. Ouais, Bon, le Naples, il est tué un peu trop tôt parce que Naples marque très vite. Mais c'est difficile de scinder ou de hiérarchiser ces ambiances-là, ces ambiances de feu. Quoi. Voilà, et puis, bah, c'est énorme. À la dernière minute, c'est énorme. Tu écrases Paris 3-1, il pète un câble. Rappelle-toi, deux bien expulsés, sûr. n'importe Paul quoi. Bass et Thiago Motta en conférence de presse d'après-match, tu sais, qui se chamaillent un peu, ça c'est mythique ça. Voilà. Donc, il y a eu des trucs énormes. Euh, c'est difficile de hiérarchiser, franchement. Franchement. Ben, donc, il y a ce Nice-Paris, Hmm. évidemment. Ce Nice-Paris magnifique, quoi. Voilà. Nice-Naples, c'est énorme. Et puis, la demi-finale qu'on fait pour aller en finale de Coupe de France. Voilà. Avec ce geste fou d'Amine Gouiri. C'est dingue ce qu'il fait à ce moment-là, ce gamin. Et puis voilà, donc, et puis après, je vais te dire, il y a tellement de matchs où il s'est fait des trucs. Moi, je me rappelle d'un Nice-Lorient avec Lucien Favre sur le banc, Mario Balotelli sur le terrain. Et on est à un partout, Hmm. et Lorient frappe la barre. Et là, Fred Joria dit à Lucien, Lucien, on sécurise, on prend un point aujourd'hui. Oh, mais pourquoi? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. OK. Et il rentre à la salle Pléa. Donc, il rentre un attaquant, il sort un milieu, il rentre un attaquant. Donc, il rentre à Alassane. Alassane va grappiller un ballon côté nord sur la touche, au poteau de corner. Et puis, ça arrive sur Mario qui fait ce truc. Et moi, si tu veux, je suis dans l'axe, tu vois. Et je vois le ballon partir et le temps s'arrête. Parce que je sais exactement où il va aller, Mario aussi d'ailleurs. Il va exactement en plein dans la lucarne, quoi. Et ça, c'est un moment, mais tu as envie de te foutre à poil et de courir sur le terrain. C'est, c'est pas racontable en émotion. C'est énorme. C'est énorme. Et il prend jaune en enlevant son maillot, il Et rouge. prend rouge et il est blanchi, je crois, parce qu'il y avait un match important contre Lyon dans la foulée là. Mario, c'était pas une mince affaire. Ah ouais, mais d'ailleurs, justement, enfin, Balotelli, clairement, lorsqu'on regarde sa carrière, alors il a eu des moments, des pics, notamment au Milan AC, etc. Mais les saisons qu'il fait à Nice, enfin, je veux dire, les deux saisons qu'il fait à Nice, parce qu'on va pas compter les 6 mois avec Vieira où ça a été compliqué. On va oublier aussi les 6 mois qu'il fait à Marseille. Hein. Voilà, c'est un, Hein. voilà. En Ok. même temps, quand tu fais Inter de Milan, Milan AC, est-ce qu'on peut vraiment être étonné du fait qu'il soit parti à Marseille après être joué à Nice? Ouais, C'est pas ouais. pareil, on est d'accord, mais, Ouais, ouais, ouais. mais c'est quoi quels joueurs t'ont profondément marqué? Enfin, humainement, footballistiquement, après, bon, je suppose qu'il y en a qui sont plus ou moins accessibles, mais tu gardes qui vraiment comme ça, là, spontanément? Johan Cardinal, Jérémy Pied, Romain Genevois, Arnaud Souquet, Paul Bess,
Dante, voilà, Arnaud, il venait, il me piquait le micro, il partait en courant et tout. Je dis, mais j'ai une annonce à faire, ouais, bah, tu la feras pas, il partait en courant, en fait. Des gamins, quoi, on jouait comme des gamins, c'était super rigolo. Après, ça a un peu changé quand même, hein, parce que ils sont de moins en moins accessibles. Après, tu vas jouer à Thème Ben Arfa au bord du terrain. Tu sais, je vais dire un truc débile, hein, mais c'est vrai. Quand Athènes fait une passe, le son du ballon, c'est pas le même que quand c'est quelqu'un d'autre. Je ne pourrais pas te l'expliquer, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu es en bord pelouse, tu vois une passe faite par Athènes, le ballon, c'est pas pareil, quoi. Il fait un bruit différent. C'est fou, mais c'est vrai. Mario, parce que Mario le croise dans un couloir, il a une serviette blanche autour de la taille, et il lâche la serviette et te dit, alors, c'est un gosse, c'est un gosse. Une fois, on est avec Alassane en train de parler sur le banc de l'OGC Nice en avant-match. Donc, Alassane a le costume OGC Nice, hein, etc. Donc, on est en train de parler. Heureusement, entre nous, il y a un fauteuil. Et là, donc, on discute, je ne sais plus de quoi d'ailleurs. Et d'un coup, il y a une frappe de nul. Le ballon tape entre nos deux têtes. Tu vois, donc je suis là, il est là, le ballon tape là, mais il tape le mur, je te jure, un boulet de canon, quoi. Donc là, évidemment, on est effaré. Et là, tu te retournes et tu as Mario à 10 mètres, plié en deux de rire. Et moi, je suis en colère, j'ai peur, tu vois. Et je dis, oh, mais c'est Mato. Et il me dit, ma, son un professionnel. Mario, quoi. Mario. Et s'il prend Alassane, je pense que le mec, il part à l'hosto. S'il me prend moi aussi, c'est moins grave sur ce coup-là. Mais je pense qu'il nous fracasse, tu vois. Je pense qu'il te fait un traumatisme crânien, dans le meilleur des cas. Dans le pire, tu meurs. Et l'autre, il est mort de rire, quoi. Il est mort de rire, il a fait sa blague, quoi. Ouais, t'es content. C'est Mario. Voilà. Le côté un peu décalé, mais c'est vrai que pour le coup, nous on est chanceux, on a eu sans doute l'une de ses meilleures versions Ah ouais, sportivement chez nous et c'était fort quand même. ouais. C'est marrant, mais tu sens le génie. Tu sais, le mec qui est au-dessus, il reçoit un ballon, il sait exactement que s'il le prend extérieur et qu'il fait une transversale, machin va partir. À part que machin, il part pas, parce que machin, il capte pas, quoi, tu vois. Mais lui, il a capté le jeu, il est là, ça s'explique pas, quoi. Mario, c'est un génie. Après, c'est un fou furieux, c'est un gamin, il est pas, voilà, il aime les plaisirs de la vie, tout ça est vrai, mais je sais pas, pour moi, c'est un des plus beaux joueurs que j'ai vu, évidemment. Et puis quand tu as Mario dans l'équipe, tu trembles moins quand même, hein, parce que il était capable de distribuer aussi, il était présent physiquement, c'était une montagne. Euh, Tu vois, c'est à la Zlatan, entre guillemets, quoi, hein, ce genre de mec, tu vas pas lui expliquer la vie parce qu'il te fracasse, quoi, voilà, et ça fait du bien. Est-ce que on manque pas de joueurs de ce type? Je vais pas parler en termes de talent, en termes de personnalité. J'ai l'impression que, tu vois, on manque des fois de leaders vocaux, des joueurs Ouais, qui vont des fois je vois ce que tu veux dire. mettre un tampon et volontairement en disant on est en train de se faire marcher dessus, les gars, ressaisissez-vous. Des fois, on a ce sentiment. Enfin, après, malheureusement, moi, je regarde essentiellement les matchs à la télé, mais c'est vrai que tu as l'impression des fois que t'as pas ce supplément d'âme, des fois, cette force un peu surnaturelle où tu te dis on peut renverser quelque chose, quoi. Oui. Alors, tu n'auras plus jamais Noé Pamaro, Cédric Varro, Samy Traoré, qui te distribue de la praline, tu en voilà toutes les 2 minutes. Et moi, j'adorais ça. Voilà, j'adorais ça, la saison de la remontée. J'entends encore Nice 3, un ballon qui part sur l'aile et Noé Pamaro qui part comme un fou, qui part en glissade. Et je te jure que j'ai entendu le bruit de Noé Pamaro sur le Troyen qui est sorti sur une civière. Et Noé, genre, mais je ne l'ai pas touché, monsieur l'arbitre. Alors que quand il le tape, l'autre, on dirait un bus qui tape une mobilette, quoi. Tu vois, le truc, il est parti à 12 mètres, quoi. Et le mec, il fait comme ça, ça en était même drôle. Mais pour répondre à ta question, aujourd'hui, tu as quand même un Pablo Rosario
de temps en temps évite de mettre des tampons. Hein. La vérité, elle est plutôt dans ce sens, hein, parce que lui, généralement, spontanément, il met un tampon pour dire bonjour, tu vois, pour dire coucou, je suis là. Donc, il met un tampon. Derrière, tu as quand même un Danté. Bon, le capitaine, il sait se faire respecter. Tu avais un Todibo qui savait envoyer aussi. Mais tu as raison, si on en avait peut-être deux de plus devant qui soient un peu méchants, un peu, enfin méchants, dans le sens méchant, voilà, pas, c'est pas négatif, pas un voyou, hein, on parle pas de ça, hein, mais un type qui met un peu de caractère, un peu d'impact, un peu de grinta, tu vois, à la Cyril Roll, ouais, ça fait forcément du bien sûr. Et puis, je pense aussi, alors là, on rentre un peu plus dans le côté un peu sociologie du football, mais l'évolution aussi des personnalités des joueurs, le côté un peu plus aseptisé, le côté où il faut pas faire de vagues, où il faut bien se comporter, où il faut être, on va dire, assez lisse. Je pense que des fois, enfin, là c'est un avis personnel, mais c'est bien d'être un peu sale, quoi, quelque part, tu vois. Ça n'empêche pas d'avoir du talent, tu vois, tu parles de Cyril Roll. Alors, il a cette réputation justement d'avoir eu un record du nombre de cartons rouges, de cartons jaunes, mais c'était un super joueur. Il avait un pied gauche qui était fabuleux. C'était un super J'ai joueur. j'ai une anecdote sur Cyril Roll, qui est un mec délicieux, mais vraiment délicieux. Je suis très ami et depuis très longtemps avec Roger Ricard. Et à l'époque, on se voit très fréquemment, donc je suis très souvent au club. On se voit avec Fred Antonetti, etc., etc. Et cetera. Et un jour, je vais voir Roger et je suis assez remonté. Je dis, ah, mais faut arrêter, on se prend des cartons pour un oui, pour un non, c'est injuste. Et je me trouve face à un Roger qui dit, ah ouais, tu trouves? Non, moi je trouve pas. Je dis, mais comment ça, tu trouves pas? Enfin, dès que. Et il me dit, bah, écoute, au prochain match, il vient derrière le banc. Démerde-toi pour être derrière le banc. OK. Donc, prochain match, effectivement, je suis derrière le banc. Et alors, je ne sais plus contre qui on joue, hein, mais il y a, oh là, ben là on a de la visite. Je ne sais plus contre qui on joue, mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y a 10 secondes de jeu à peu près. Tu peux fermer, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il y a 10 secondes de jeu. Il y a une faute qui est sifflée contre nous, mais le truc au milieu de terrain, tu vois, allez, il a retenu un peu, quoi, tu vois, 10 secondes de jeu. Hein, bon, voilà. Et là, tu as Cyril Roll qui arrive, et mais c'est pas une bordée d'injures. Il lui pourrit, mais jamais j'ai entendu autant d'insultes en si peu de temps. Et le mec, il n'a pas d'autre recours que de lui mettre un jaune. Et j'ai Roger qui me regarde, il lui fait ouais, ok. Ok. Mais à part ça, ce qui est drôle, c'est un mec absolument délicieux qui avait, comme tu l'as justement dit, beaucoup de talent. Tu sais, plus, pour parler de caractère, je ne sais plus qui un jour a publié, je crois que c'était sur Twitter d'ailleurs, il montrait une image arrêtée d'une faute sur un joueur de Chelsea et tu as 9 joueurs sur la même photo autour de l'arbitre. C'est pourtant un plan serré. Hein. Tu as 9 joueurs. Donc les mecs, ils vont mettre une pression d'enfer sur l'arbitre pour que l'arbitre sorte un jaune et cartonne le mec d'en face. Et nous, parfois, tu as le sentiment qu'il y a un mec qui se prend une très sale faute. Et bon, regarde, prends Guessant à Lyon. Guessant à Lyon dans la surface, il se fait dégommer. C'est absolument scandaleux. Merci, monsieur Turpin. Enfin, faut pas dire monsieur. Merci Turpin. Et, mais là, tu vois, il doit y avoir 11 joueurs de l'OGC Nice. Mais il y en a trop de ce genre de moments-là. Je pourrais même te citer, tu parles de Guessant contre Lyon, Lotomba contre Lyon aussi, le même match. Le match à Reims, où le latéral gauche est déjà cartonné à ce moment-là. Ouais. Il met une semelle sur Todibo. Il y en a plein. Et il y a une forme de passivité où on voit des joueurs qui sont amorphes. Et la deuxième chose où je me dis, mais on manque cruellement de caractère, c'est quand tu as un check VAR. C'est quand tu as un check VAR, on fait la passe, mais on est fébrile. On attend la sentence. On attend la sentence de se dire non mais il faut pas trop qu'on joue parce que ben on sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Mais à la limite, même s'il y a penalty, joue le truc à fond. Justement, il y a un moment un peu d'instabilité. On sait pas s'il va y avoir VAR ou pas. Joue-le à fond. C'est en fait c'est naïf des fois je trouve, un peu trop naïf. On manque un peu de vice. Moi, j'ai par moments envie qu'on soit un peu l'Italie des années 80, tu sais, où c'était bourré de vice. Alors évidemment qu'il ne faut pas que ça, mais ils n'avaient pas que ça. Hein. C'est pour ça qu'ils sont champions du monde en 82. Mais oui, on manque, par moment, on manque de vice. On est trop naïf. On se laisse trop faire. Moi, j'ai été parmi ceux qui ont dit, quand on réagit à Nice-Lyon,
c'est bien de le faire, mais c'est bien tard. C'est bien tard. Je veux dire, 8 jours avant, on se fait voler contre Monaco à domicile. Et si à ce moment-là, tu fais comme Longoria, Longoria, à chaque fois qu'il y a une main qui n'est pas sifflée, il va se mettre devant une caméra et il dit que c'est un scandale. Bon, mais nous, non. Alors, ok, c'est tout à notre honneur, mais je pense qu'à ce moment-là, si tu fais un scandale, je pense que Turpin, il n'ose pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire nous voler. Il n'ose pas le faire parce qu'il aurait eu beaucoup plus d'exposition médiatique à ce moment-là. On leur aurait dit, ah, on va l'attendre au tournoi. Et là, il ne se sent pas menacé. Donc, en toute impunité, il nous prend et il nous ravage, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit en tout cas en préparant cette émission que sur cette saison-là, c'est pour toi le tournant. Oui, oui. Certes, on fait une première partie de saison où on gagne pas mal de matchs sur le fil, c'est vrai. Et alors, hein, on n'a jamais dit qu'il fallait gagner tous les matchs 5-0. On gagne 1-0. Alors l'équipe mettait tarif habituel. Ouais, ben les gars, faites des journaux et laissez-nous jouer au football, là, c'est pas grave. Bon. Et effectivement, à un moment, il y a un tournant pour moi, et ce tournant, c'est Monaco et Lyon. Parce que Monaco, c'est un concurrent direct. Si tu les bats ce soir-là, tu les mets à 6 points ou à 7 points, je ne sais plus. On se fait voler. C'est un match scandaleux. Et derrière, tu vas à Lyon. Alors, Lyon, on a dit, oh là là, quelle remontée fantastique. Non, mais les gars, regardez les matchs, quoi. Les mecs, ils ont eu 23 pénaltys. C'est certain qu'à ce tarif-là, on aurait pu faire remonter 3, enfin pas 3, les pauvres, on aurait pu faire remonter le Clermont, ils auraient fini européen, quoi. C'est sûr, si tous Mm. les matchs, tu as 2 pénaltys, à la fin, tu finis par remonter, hein, ça c'est une évidence. Mais donc, on a fait partie de ces victimes collatérales de il faut sauver le soldat Lyon, quoi, hein, avec Olas qui dit ah, les gars, on est mal là, on va peut-être aller en Ligue 2. Bon, ok, alors, entre pas aller en Ligue 2 et être européen, parce que économiquement, ça arrange tout le monde, il y avait un delta. Bon, ben, nous, on s'est trouvé là au mauvais moment. Mais le match de Lyon, enfin, moi, je suis plutôt un scandaleux. Tu vois, je dis, à ce moment-là, on sort du terrain. On sort du terrain. Démerdez-vous, les gars. C'est pas du football. On veut plus donner crédit à ce genre de truc. Voilà. Quand il y a sur l'Automba, bon, ben là, moi, je suis le coach. J'ai allez, venez, les gars, on rentre à la maison. C'est pas du football. On est en train de se faire voler. C'est une honte pour le football. Et, et je continue à penser que tu as le vent en poupe, tu reçois Monaco, tu te fais voler, tu reçois Lyon, tu te fais voler. Et ben, je te garantis que le match d'après, quand tu joues à domicile, les joueurs, ils ont un coup sur la tête. Ouais, Parce c'est qu'ils possible. ouais, ils se disent, footballistiquement, on ne peut pas s'en sortir. Mm. Ça ne marche pas. Voilà, on fait des trucs, ça plaît à personne. Donc, ils ont décidé que Nice, cette année, il ne faudrait pas qu'ils soient dans les premières places. Donc, on est en train de nous savonner la planche. Alors, pourquoi je fournis des efforts si au final, je vais me faire avoir, quoi? Mm. Il y a, je suis sûr qu'il y a ça. Après, ça n'explique pas tout, hein, mais pour moi, le tournant, il est là. Ok. Mais ça n'est que mon avis, hein, ça n'est que mon avis. Mais pour moi, le tournant, il est là. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas, ah, oh là là, le mois de janvier, oh là là, le mois de février. Non, non, il est à ce moment-là. On se fait voler 2 fois d'affilée et on n'encaisse pas, quoi. Voilà. Est-ce que tu fais les déplacements avec Non. Ok. Non, jamais, jamais, jamais. Sur les autres terrains, ben, il y avait mes confrères qui font eux aussi leur boulot. Le seul déplacement que j'ai fait, en tant que speaker, c'était au Stade de France. Voilà, voilà. On a une question par rapport à ça justement. Est-ce que tu as des affinités particulières avec des speakers sur les terrains français ou tu es amené des fois à être en contact avec eux? Oui, quand le speaker de Nantes est arrivé, alors d'abord j'ai adhéré à une association qui s'appelle l'ASMC, dont je ne suis désormais donc plus adhérent, qui est l'association des speakers et des maîtres de cérémonie. C'était le speaker de Saint-Étienne de l'époque, qui est un mec charmant qui avait monté ça, qui s'appelle Gallo. Et donc, j'ai adhéré à ce truc-là parce que j'ai trouvé l'idée intéressante. Et puis, quand le speaker de Nantes est arrivé, effectivement, il remplaçait un type qui était là depuis 35 ans ou 40 ans, enfin un truc assez colossal, quoi. Et il m'a appelé en me disant, bah, écoute, à la SMC, on m'a dit de t'appeler parce que tu pourrais me donner quelques conseils. Ouah, tu sais, les conseils, je veux dire comment je bosse, et puis voilà, quoi, comment j'appréhende la chose, et puis tu feras bien ton chemin, quoi. Donc, on a sympathisé. Et puis voilà, donc il a dit partout que je l'avais vachement aidé, etc. Enfin, moi, j'ai pas eu ce sentiment, mais tant mieux, oui, ça fait naître de belles rencontres.
Bien sûr, ouais, c'est sympa. C'est bon. Après, c'est une corporation. On prend pas une bière tous les week-ends, hein. Voilà, moi les mecs, je les ai vus certains une fois, certains deux fois. Tu vois, le speaker de Nantes, oui, on s'est envoyé des messages, on s'est eu au téléphone, on a fait même des émissions en commun sur des réseaux, mais on s'est vu une seule fois, et quelle fois euh, à Nantes, quoi, à Paris, quoi. Cette finale non jouée par l'OGC Nice, terrible, terrible. C'était très dur quand tu m'as envoyé cette photo. Je te cache pas que j'étais partagé en me disant c'est une belle photo, mais elle me remémore trop de, et je pense à beaucoup des souvenirs traumatisants. Ouais, ouais, c'était traumatisant. C'était traumatisant parce que ne pas battre Nantes, qui est une équipe plus que moyenne. Tu vois, tu fais une finale de Coupe de France, c'est tellement rare. Tu peux tomber sur Paris, sur Marseille, sur Lyon, sur Monaco, etc. Des équipes qui ont vraiment des arguments pour te faire mal. Et là, tu te fais bousiller par une équipe de bras cassés. Franchement, ça fait chialer, quoi. Ça fait chialer. Pardon, je ne peux pas dire, s'il te plaît. Tu peux fermer cette porte. Merci beaucoup. Ne plus l'ouvrir. Merci beaucoup. Non, non, mais c'est clair. Mais pour le coup, cette finale-là, elle s'est pas jouée. Enfin, c'est surtout joué dans les têtes, quoi. Il y avait une équipe, Nantes, qui avait envie de la gagner, qui avait cette détermination-là. Lorsque tu vois le match de Palois, je sais pas si tu te rappelles, qui mange tout cru Casper Dolberg. Enfin, Nicolas Palois n'est pas foncièrement Alors, meilleur que Dolberg. Mais sur ce match-là, on avait l'impression que c'était la réincarnation de Beckenbauer, tellement qu'il était au-dessus. Mais parce que c'était mou, quoi. C'était prévisible. C'était. ouais, et puis regarde, la seule occasion qu'ils ont, c'est quand Stéphanie Frappard, encore une erreur dans le paysage footballistique français, se précipite sur son sifflet parce que il y a un Nantais qui met la balle sur la main de d'Hicham. Tu te demandes comment il peut faire autrement que d'éviter le ballon, quoi. Il est à 1 mètre, tu vois. Donc c'est un truc, ça ne se siffle jamais, sauf par Stéphanie Frappard, sauf en finale de Coupe de France. Ouais, un tournant du match. On va fermer cette parenthèse finale de Coupe de France. C'est beaucoup trop dur, Volontiers. beaucoup trop frais. Mais ça fait plus de 2 ans maintenant. Ouais, mais ça, Euh, encore douloureux. on a parlé des souvenirs positifs. Bon, Oui. là on parle un peu des souvenirs négatifs. Est-ce que c'est quoi, on va dire, les matchs que tu as vécu à l'Alliance qui t'ont pas mis bien? Voilà. Par exemple, bon, je suppose peut-être le Nice-Marseille de août avec Galtier. Des moments peut-être où c'était un peu chaud. Là, tu vois, je pense au Nice-Montpellier de cette année avec Todibo qui vient s'expliquer avec la pop. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où ça a été un peu plus compliqué? Le pire match de ma vie, et je souhaite ça à personne, c'est Nice-Cologne. Parce que ce jour-là, j'ai vu des trucs que j'aurais pas dû voir. J'ai vu des comportements humains que des bêtes n'ont pas. J'ai vu des trucs, j'étais pas prêt pour ça. Et je suis pas un jeune premier, hein. J'ai vu des trucs que j'aurais jamais dû voir. Et, euh, et ce soir-là, je suis rentré dans ma voiture, j'étais incapable de démarrer. Donc j'ai pleuré un bon moment. Et je me suis dit, je vais rentrer à la maison et je ne vais plus jamais dans un stade. Je ne veux plus jamais avoir affaire à ces gens. Plus jamais. Ils ne sont pas de ma planète. Je ne veux plus les voir. Heureusement, on ne joue pas le dimanche. Et après, plein de conversations avec des amis, avec des connaissances, avec le club, etc. J'ai repris un peu de foi, mais un peu de foi. Mais je ne te cache pas que le Nice-Cologne, pour moi, c'est une rupture. Alors non pas avec le GC, Hmm. mais avec le football, avec le football. C'est, j'étais pas prêt pour ça. J'ai eu peur pour ma vie, tu vois, et je me suis dit, qu'est-ce que tu fous ici, quoi? Tu as des enfants en bas âge, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ça vaut le coup d'être là. Tu veux faire une fête? Regarde les mecs qui sont en train de se tuer. J'ai vu un mec prendre un manche debout, le balancer sur un gamin qui devait avoir 12 ans. Le gamin avait l'arcade en sang et l'autre essayait de récupérer le manche debout pour en tirer une deuxième fois, tu vois. Mais c'est lunaire. Tu dis, mais les gars, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, quoi? Il y a quoi qui a merdé dans votre éducation, dans votre façon de vous comporter, dans ce que vous avez consommé, fumé, bu, je ne sais pas, mais comment vous arrivez à faire ça?
J'ai pas la réponse aujourd'hui. Un changement de la société? Ah oui, inexorablement. Mais à ce point-là, non, j'étais pas prêt. C'était trop pour moi. C'était trop. Bon, le Nice-Marseille, c'est pas la même envergure, hein, mais tu as quand même Gendouzi, encore un génie du football, hein, qui rentre au vestiaire sans aucune griffure, il se griffe et il ressort griffé, en montrant à l'arbitre qu'il a été saisi au cou par un supporter. Bon, on ne lui a pas expliqué qu'il y a des caméras, hein, donc on l'a vu rentrer en zone mixte sans aucune griffure, et il est ressorti avec des griffures. Bon, voilà, l'entraîneur de Marseille de l'époque qui voulait tuer tout le monde, qui se faisait retenir par trois personnes, et, euh, et ça aussi, c'était lunaire. Le mec, il voulait pas qu'on le lâche, quoi. Enfin, à mon avis, lui aussi, c'est un gros consommateur de substances illicites, hein. Euh, Après, tu as les matchs amicaux, les matchs Covid, Hmm. tout ça, c'est dégueulasse. Et puis, effectivement, pour ramener ça à des choses plus récentes, tu sors d'un Nice-Saint-Etienne, tu as envie de mourir, voilà, de Nice-Saint-Etienne. Nice-Nantes, Nice-Montpellier de cette année, tu sais que tu es en train de te saborder, quoi. Hmm. Et en face, c'est d'une faiblesse ahurissante. Et voilà, tu fais le nul contre Clermont, et bien voilà, tu t'es fait tirer trois fois, alors qu'une fois suffit, et tu te flingues la fin de saison, en quelque sorte. Ouais, effectivement. Mais du coup, comment t'arrives à gérer cette partie-là entre justement enfin, ce travail de speaker et les émotions que tu peux ressortir en tant que supporter fan du club? Ça doit pas être évident de gérer ça. Mais moi, je suis un supporter avec un micro, j'ai pas appris à être speaker, si tu veux. Moi, c'est pour ça qu'à une époque, on m'a dit arrête de balancer des vannes sur Monaco, sur Marseille. Je pouvais pas m'en empêcher parce que c'est le côté supporter. Je m'en fous d'être un bon speaker. Je me suis régalé, moi. Et si les gens ont aimé, tant mieux. Euh, L'enjeu n'était pas là. Après c'est certain que tu prends un but à la 90e, tu veux pas non plus que je célèbre, quoi. Tu vois, donc c'est vrai que j'allais dire, un but pour machin chose, j'ai envie de mourir. J'ai la bouche qui se lève, évidemment. J'ai envie de mourir. Voilà, quand Montpellier part d'ici avec Derzakarian et les trois points. Mais, ah, ce Comboiré qui revient à Nantes, ils viennent gagner. Oh là là, Comboiré, quoi. Oh, qu'est-ce que ça rend fou! Ça rend fou. Parfois, t'as envie de taper un joueur. Euh, Si Mathieu Valbuena, voilà, ben, Mathieu Valbuena. Je déteste Mathieu Valbuena. Je peux pas, ouais, je peux pas. C'est méchant, hein. Bah oui, mais après, c'est propre à chacun, hein. Il faut arriver, je pense, à distinguer aussi le sportif, le talent et le personnage, des fois, qui est un peu clivant. Mais Je sais que je l'ai un peu puni, Mathieu Valbuena, parce que quand tu fais des changements, imaginons qu'on change un joueur de Nice qui n'a pas performé. Allez, prenons Mofi. Allez, Mofi. Au hasard, Mofi. Non, oui, c'est le hasard, c'est l'exemple qui m'est venu, mais bon, en plus, c'est un bon gars, hein, Terem. Mais Mofi est remplacé par Guessant. Si tu dis sortie du numéro 9, Terem Mofi, et tu dis plus rien, ça va siffler, 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 siffler. Jusqu'au moment où tu vas dire il est remplacé par Evan Guessant. Donc là, l'astuce que j'avais trouvée, c'était de dire sortie du numéro 9, Terem Mofi, il est remplacé par le numéro 29, 24 et 29, Evan Guessant, tu vois. Et là, tu fais très court sur les sifflets et très long sur l'applaudissement. Et ça fait passer la pilule au gamin, enfin j'ai dit le gamin, à Terem qui revient sur le banc, il n'est pas fier, il n'est pas content, et tout le monde le comprend, On hein. Mais sent le le mec, vécu, non, Fabrice? ben ouais, bien sûr, évidemment, j'ai fait ça Non, chaque fois. mais même sur le choix des hommes, parce que ce que tu viens de raconter, ça s'est quand même passé un certain nombre de fois cette saison. Oui. Et quand, et quand il y a Mathieu Valbuena, qui était avec Lyon, ouais, il jouait à Lyon à cette époque-là, il est au centre du terrain, et donc le joueur n'est pas rentré, et je dis sortie du numéro 8, Mathieu Valbuena, et le stade siffle, et en plus il marche, tu vois, et j'annonce pas le mec qui rentre. Et donc j'attends qu'il sorte, j'attends que l'autre rentre, et je continue à pas l'annoncer, donc le stade, mais c'est débordé, quoi. Il passe à côté de moi, il me regarde, et je lui fais... Ah,
Et il m'énervait tellement, tu vois. Et donc après, j'ai rentré de, je sais plus, on s'en fout d'ailleurs. Mais voilà, lui, je voulais qu'on me siffle jusqu'au bout, jusqu'au vestiaire, jusqu'à la douche. J'aurais sifflé dans le bus. Et voilà, tu vois, Donc, t'avais quand même de l'influence. mais très peu, mais putain, quand t'en as un peu, tu t'en sers, quoi. Ouais. C'était dur de résister. Écoute, j'aimerais quand même avoir ton regard, t'en as un peu parlé, mais globalement sur la saison qu'on vient de vivre, on a parlé de la restructuration, du changement de coach, la fin de cycle qui s'annonce sur différents aspects du club. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, finalement, cette saison? Est-ce que c'est un sentiment un peu de déjà-vu dans le scénario? Les résultats ont été très bons, ont été un peu compliqués, puis ça a terminé très positivement. Quel bilan tu tires de cet arc 2023-2024? Il y a un truc qui me fait un peu de peine, c'est qu'on vient de vivre en 10 ans, 3 fois d'affilée le même scénario. Ce même scénario, c'est tu es deuxième à la trêve et tu finis moins bien. 3 fois. 2016-2017, la première saison Galtier, la saison Galtier, pardon, pas la première, et cette saison, t'es deuxième, t'es deuxième. Tu imagines la tête de Lucien Favre quand le mec est, pardon, il n'est pas deuxième, il est premier à la trêve. J'ai une bêtise. Il est premier à la trêve. Lucien Favre, donc premier à la trêve, on a un jeu brillant et il demande des renforts à la trêve. Et on lui fait, je sais plus, enfin, on lui O- fait des joueurs. Obadi Srafi. Bon, Galtier, on lui fait Brahimi et cette année, tu fais Rosier chaud. Ça enlève rien aux qualités des garçons. Hein. Je suis pas du tout en train de dire ça, hein, mais vraiment pas du tout, y compris pour Obadi et Srarfi. Hein. Je ne préjuge rien de leur qualité, vraiment. J'ai pas qualité à dire si un joueur est bon ou pas. Après, chacun apprécie. Hein. Il y en a qui trouvent formidable tel joueur et moi, j'aime pas. Donc, c'est pas le débat, c'est pas un jugement de valeur. Je me permets pas ça, mais je me dis juste que l'entraîneur, à ce moment-là, il attendait autre chose. C'est tout ce que je dis. Et je me dis que 3 fois, en quelque sorte, on rate un peu le virage. Voilà. Et c'est ça qui fait un peu de peine. Tu te dis, je sais pas, tu fais un renfort par ligne, le joueur confirmé. Je pense que Galtier, il lâche pas la saison comme il a lâché en deuxième partie. Je pense que Favre reste, si ce n'est premier, au moins deuxième. Parce que cette année-là, tu fais un nombre de points qui, chaque année, fait de toi un champion quand même. Hein. Et cette année-là, tu finis troisième, hein, avec deux champions et un tour préliminaire. Et nous, on tombe en tour préliminaire. T'imagines, cette année, tu es à 4. Donc, on aurait été en Ligue. Et cette année où tu fais Rosier et Chevaux, bon, en toute bonne foi, je pense que avec l'enveloppe qu'on avait, les possibilités, on a fait le mieux possible. J'ai énormément monté pour Florent Musolfi, qui, outre un bon professionnel, est un super gars, vraiment, avec qui j'ai eu d'excellents rapports, à qui j'ai fait une blague, d'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous la raconter. Euh, il est question donc, il part à la Roma, et je crois que c'est contre Lorient, ouais, c'est contre Lorient. Donc il reste 3 matchs hein, à domicile, il reste Lorient, Le Havre et Paris. Et donc Florent arrive en pelouse, comme d'hab, hein, on se dit bonjour et tout. Et je dis Florent, il faut que je te annonce un truc, mais personne ne le sait, donc garde-le pour toi. J'arrête à la fin de la saison. Ah bon mais pourquoi mais non, pourquoi tu fais ça? Je dis ben, en fait, vraiment garde-le pour toi. J'ai été contacté par la Roma et je vais être leader de la Roma. Et là, il m'a dit, tu déconnes. Non, c'est vrai. J'ai été contacté par la Roma, je parle italien. Ils cherchaient un speaker, j'ai candidaté, je suis allé à Rome, j'ai fait un essai et je vais expliquer à la Roma. Et il ne sait pas quoi dire. Il me regarde genre, non mais t'es sérieux, tu déconnes ou quoi? Je fais non, je déconne pas, demande à Virginie, je quitte le club à la fin de la saison, je vais être transféré à la Roma. Et je reste super sérieux, tu vois. Et il est en face de moi, il n'ose rien dire, et je lui dis, bah écoute, on pourra se retrouver, manger des pizzas ensemble. Et là, il fait, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, bah, parce qu'il paraît que tu vas à la Roma toi aussi. Il fait, non, mais, mais non, mais on peut. Et après, j'ai dit, mais non, c'est des conneries, je vais pas l'expliquer à la Roma, n'importe quoi.
Mais il est resté tellement bête, c'était excellent. Mais c'est un mec délicieux, c'est un super gars, Florent Ghisolfi. Est-ce que enfin, comment est-ce que tu vois aussi ce côté un peu restructuration? C'est-à-dire que, bon, de l'extérieur, bon, on se dit, on perd Ghisolfi, on récupère Florian Maurice, ça reste quand même des personnes de qualité. Farioli, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, ça reste un jeune entraîneur bourré de talent, qui va quand même coacher un des clubs les plus mythiques de la planète foot. Euh, Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité plus haut là-dedans? Parce que Ghisolfi, lorsqu'il arrive, on lui dit tu signes pour ça, finalement, il signe pas pour ça. Et puis on lui dit 6 mois, un an après, bah, en fait, on va réduire la voilure parce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, notamment avec ce fameux mercato à l'été 2022 qui, je pense, a mis dans le rouge la situation financière du club. Est-ce que finalement les dirigeants sont victimes de tout ça? Probablement, probablement. Après, je pense qu'Ineos pensait que ça serait plus facile de taper un top 2, un top 3 chaque année, quoi. Voilà. Je pense qu'ils sont désagréablement surpris par les droits télé. Je pense qu'ils estimaient qu'il y aurait plus de monde à l'Alliance, plus d'engouement. Mais je te dis ça, c'est vraiment, c'est des pensées qui me viennent, hein. C'est pas des choses qui m'ont été rapportées, hein. Donc je pense qu'ils sont là-dessus. Je pense que Ineos pensait, pensait avoir acquis un club euh, plus dimensionné que ce qu'ils ont trouvé. Voilà, dans un championnat plus dimensionné que ce qu'ils ont trouvé, avec plus de fric que ce qu'ils ont trouvé. Voilà, et je pense qu'ils me disent, bon, attendez les gars, on a beaucoup investi, ce qui est une vérité absolue. Ils ont mis beaucoup d'argent dans l'OGC Nice. Et je pense qu'à un moment, ils disent, bon, maintenant, ça suffit, on va en mettre moins. Et Ghisolfi arrive à ce moment-là. Alors, est-ce que on lui a vendu, comme certains l'ont dit, un immense chéquier pour venir se faire plaisir et nous faire plaisir ou pas? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te le dire. Je ne pourrais pas te le dire. C'est possible. Euh, mais force est de constater qu'effectivement, la rengaine, c'est-à-dire on réduit la voilure. Bon, regarde, hein, on nous a dit ça l'année dernière, Hmm. ça nous empêche que cette année, on est européen quand même, hein. Donc, bon, réduire la voilure quand tu es Ineos, c'est pas forcément réduire la voilure quand tu es, je sais pas, Clermont, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, et puis de ce qu'on sait, c'est vrai que tout Ineos Sport a été impacté. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une décision propre à Nice, c'est une décision qui est globale, qui est peut-être liée aussi aux finances du groupe, qui aujourd'hui, eh bien, peut-être, on va dire, tente de faire des économies ou du moins essaye de calmer un peu certaines dépenses pour tendre, du moins pour Nice, vers un modèle un peu plus vertueux. Notamment, moi, je C'est pense, une bonne chose. quand je pense à ce modèle-là, je pense au centre de formation. Parce que je me dis que c'est quand même un élément qui, si ça fonctionne, peut être ultra intéressant. Parce que former des jeunes, ça coûte moins cher que d'acheter des joueurs. Idem pour les revendre. Et si tu arrives à justement sortir, j'en sais rien, mais sur les prochaines années, si tu arrives à sortir 3-4 jeunes joueurs qui arrivent à être performants et à avoir des minutes et à être valorisés, bah, derrière, on va dire, tu tords pas des fesses si jamais on te dit, bah, finalement, Thuram va pas partir parce que bah, il n'y a pas Ouais, d'offre non, mais intéressante, tu vois. Enfin, tu as raison. À la fois la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Quand il y a 10 ans, tu faisais venir un gamin dans un centre de formation, bon, bah, tu faisais venir le gamin, tu apportais une formation, il va la rajouter, et puis tu le faisais progresser. C'est ce qu'a fait Lyon, hein. Ils ont 53 exemples, hein. Ils ont surperformé en la matière. Aujourd'hui, tu prends un gamin de 12 ans, tu veux le faire venir à Nice, il faut que tu envoies 200 ou 300 000 euros, quoi. hmm. C'est plus la même. C'est plus la même. Ça veut dire que avec moins de moyens, il va falloir qu'on fasse plus. C'est plus la même problématique. Ouais. Et puis peut-être le bassin géographique qui te permet pas d'attirer, on va dire, voilà, des joueurs de qualité. Enfin là, je pense notamment à l'Île-de-France, avec des jeunes qui sont captés par Le Havre, Angers, et compagnie, qui peut permettre, eh bien, à certains clubs de pouvoir activer certains leviers. Écoute, Fabrice, je regarde ma feuille.
Et bon, on a parlé de pas mal de choses. Donc aujourd'hui, voilà, tu vas rester quand même connecté à l'OGC Nice. Abonné pour la saison prochaine? Oui. Ah oui, mais bien sûr, on ne sait pas encore combien, parce que j'ai les petits qui poussent eux aussi, hein. Mais oui, bien sûr, évidemment. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Naturellement. En tout cas, eh bien, un grand merci à toi pour le temps que tu as consacré à l'émission, pour ces échanges-là, pour tout ce que tu as aussi apporté au club pendant toutes ces années et toutes ces émotions, ces beaux souvenirs en tant que speaker. On souhaite naturellement autant de positivisme et de bonnes choses à Constantin qui va prendre un peu le relais. Parce que lui aussi, en termes de passion, je pense que c'est quand même quelque chose. On le voit, on le voit. Je pense qu'il est clairement habité, hein. Il est clairement habité. Il est habité, Est-ce que il est dans la habité. vraie vie, est-ce que dans la vraie vie, il est comme ça? Il est exactement comme ça. Exactement. C'est un type très spontané, très naturel. Il n'y a rien qui le surjoue. Non, non, il se force pas. Il est comme ça dans la vie. C'est pas. Et c'est mon petit bonhomme qui vient m'emmener un super dessin. De la chance en plus. Non, non, il est comme ça. Je serai son premier supporter. C'est super. Je suis sûr qu'il va vous régaler. Il va nous régaler. Et puis, j'en profite aussi pour dire que pendant 10 ans, j'ai côtoyé des gens au club et que tous, hein, et à tout niveau, 100% des gens ont été fantastiques avec moi. Voilà, franchement, il faut le dire. Et en point d'orgue, le service communication qui me remet le trophée lors de Nice-Paris. On l'a pas dit. Bon, on me le devait pas, franchement. Si ça n'était pas arrivé, j'aurais pas été déçu. J'avais aucune demande, etc., etc. Virginie Rossetti a orchestré ça. Franchement, c'est des moments d'émotion que je n'oublierai jamais. Voilà, l'honneur que m'a fait le club, je pensais pas en mériter autant, mais certains ont estimé que oui, donc ça m'a fait immensément plaisir. Mais franchement, à tous les niveaux, du président River jusqu'au stadier, etc. Franchement, j'ai rencontré pléthore de gens super sympas et qui ont toujours été bienveillants avec moi. Et s'ils me regardent ou s'ils voient le replay de cette émission, eh bien, qu'ils sachent que franchement, je pense à eux et toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir et que si j'y repose, ça sera un immense plaisir. Eh bien, écoute, le message est passé, Fabrice. Un grand merci à toi pour le temps passé et puis pour cette émission et pour toutes ces années. Je te l'ai dit avant le numéro, si à l'avenir ça t'intéresse de venir pour débriefer des matchs et parler de l'actualité, t'es le bienvenu. Il y a plein de monde qui sont déjà venus, il n'y a il y a pas de souci pour plus tard. Et écoute, eh bien, on vous souhaite une très très bonne soirée. Merci aux personnes qui ont suivi ça en direct. Le replay sera envoyé sur YouTube en vidéo et aussi en podcast rapidement. Et puis Fabrice, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi aussi et bravo pour ton émission. Et bonsoir à tous. Et puis on se revoit à l'Alliance, évidemment, début août. Naturellement. Très très bonne soirée à toi Fabrice et puis à bientôt. Merci. Également. Bye.